Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque nous n'allons pas parler d'un, ni de deux, ni même de trois, mais bien de quatre jeux. Il s'agit des quatre jeux que vous voyez derrière moi. Ils ont tous en commun qu'il s'agit de jeux abstraits, édités par l'éditeur Cosmoludo. Ce sont des jeux recommandés pour des joueurs à partir de 8 ans, dont les parties durent 10 minutes, sauf Mana, qui lui dure environ 20 minutes. Les trois premiers, Pantarei, Mana et Okito sont des jeux de Claude Leroy, tandis que Camon est lui un jeu de Bruno Catala, et les quatre jeux sont illustrés par Tom Delahaye. Allez, on se lance tout de suite en expliquant les règles de Pantarei. Voilà le matériel de Pantarei, on trouve 19 tuiles représentant les écailles d'un serpent. Il y a des écailles blanches, des écailles noires et même une écaille neutre. Les écailles portent différentes valeurs, on a des écailles de valeur 1, de valeur 2 et de valeur 3. En début de partie, tout a été disposé aléatoirement. L'un des joueurs, disons que mon adversaire choisit une couleur, il choisit la couleur blanche, donc il contrôlera les écailles blanches. Donc je serai le joueur noir, et puisque je n'ai pas choisi ma couleur, je serai le premier joueur. Comment jouer à Pantarei? Tout simplement, un tour de jeu, c'est de choisir une écaille de sa couleur, ou une pile d'écailles contrôlées par sa couleur, j'y reviendrai, et de la déplacer de la valeur indiquée par cette écaille. Par exemple, je suis le joueur noir, je choisis cette écaille de valeur 2, je peux la déplacer de 2 écailles vers la gauche, 1, 2, et de recouvrir cette écaille blanche, ou 2 écailles vers la droite, 1, 2, et de recouvrir l'une de mes écailles. Ça peut aussi être un choix tactique valable. Je vais partir vers la gauche, 1, 2, et je recouvre l'écaille blanche. Le serpent va se rétracter petit à petit au fil de la partie, et c'est la fin de mon tour, pas plus compliqué que ça. Ça passe à mon adversaire qui fait la même chose, choisit une écaille ou une pile d'écailles qu'il contrôle et la déplace du nombre indiqué sur cette écaille. Par exemple, qu'est-ce qui serait intelligent? Il va prendre la première écaille de 2 aussi. Il ne peut pas partir à gauche, donc il partira à droite, ça va faire 1 et 2, il vient ici, ça repasse à noir, et ainsi de suite. Donc un joueur peut contrôler l'une des écailles isolées ou une pile d'écailles, mais lorsqu'il contrôle une pile d'écailles, admettons que durant la partie, en fait je vais continuer. Donc 1, 2, hop, je viens recouvrir ici, blanc va faire pareil, il va faire 1 et 2, hop, comme ceci, et ça repasse à noir, donc il peut contrôler n'importe quelle écaille de sa couleur, ou une pile d'écailles comme ceci, mais lorsqu'il veut déplacer une pile d'écailles, il a le choix soit de déplacer la première écaille, ou de déplacer les deux premières, mais pas plus. Donc disons qu'il va décider, juste pour l'exemple, de déplacer les deux premières, on va aller comme ceci, et voici. L'une des autres options durant un tour, ce n'est de ne pas déplacer des écailles, mais de permuter deux écailles ou piles d'écailles de sa couleur. Par exemple, ça vient à blanc, lui peut décider de permuter, hop, ceci avec ceci, et lorsqu'il le fait, il doit déplacer la pile entière, il ne se limite pas simplement aux deux premières écailles, et c'est tout. On continue de jouer comme ça, noir, blanc, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des joueurs parvienne à contrôler une pile d'écailles de 7 écailles, et alors il gagne la partie. Si un joueur ne peut pas jouer, il passe simplement son tour, et l'autre continue à jouer jusqu'à ce que la condition de victoire de la pile de 7 écailles soit remplie, et ce joueur est alors le vainqueur, et c'est tout ce qu'il y a à savoir pour jouer à Pantarei. Voilà, ça c'était pour Pantarei, on passe tout de suite au deuxième jeu de la sélection qui s'appelle Mana. Voilà à quoi ressemble Mana, dont le matériel se compose d'un plateau central de 6 par 6 cases, comportant des cases simples, comme ici, des cases doubles, comme ici, et des cases triples, comme ici. Les joueurs recevront 6 pions à leur couleur, des pions blancs et des pions noirs. Dans chaque camp, on trouve 5 ronins, symbolisés par des pions comme ceci, et un daimyo comme ceci. Le but du jeu va être de capturer le daimyo adverse. L'oiseau Mana, lui, est posé sur le bord du plateau, j'y reviendrai dans un instant. Pour la mise en place, on dispose le plateau de façon à ce que le joueur noir ait une case triple en bas à gauche de sa ligne. Ensuite, chacun devra poser son daimyo sur une case
double de sa première ligne, les renins occuperont toutes les autres cases vides de la ligne, et la partie peut débuter sachant que c'est toujours noir qui va ouvrir le bal. Durant son tour de jeu, le joueur va choisir l'un de ses pions et le déplacer en fonction de la valeur indiquée sur sa case de départ. Par exemple, si le joueur noir qui débute la partie va prendre ce pion, il se trouve sur une case de valeur 2, une case double, il peut donc déplacer ce ronin de 2 cases, comme ceci, 1, 2, ou même comme cela, puisqu'il est autorisé à tourner 1 et 2. Il s'arrête ici, par exemple, il s'arrête sur une case triple, il va donc faire s'envoler l'oiseau mana sur une case triple n'importe où sur le plateau. Disons qu'il le fasse s'envoler jusqu'ici, ça indique au joueur blanc, à son adversaire, que celui-ci devra utiliser un pion qui se trouve sur une case triple comme ce qu'indique l'oiseau mana. En l'occurrence, le joueur blanc n'a qu'un seul pion sur une case triple, c'est celui-ci, donc ça sera celui-là qui devra obligatoirement jouer, et comme tout à l'heure, on va déplacer le pion de la valeur indiquée sur la case de départ, donc de 3 cases, 1, 2 et 3 par exemple. L'oiseau mana va s'envoler sur une case simple, et ainsi de suite, les tours de jeu vont alterner de noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, jusqu'à ce que l'un des joueurs gagne et parvienne à capturer le daimyo adverse. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les déplacements ont quelques contraintes supplémentaires. Il est interdit de repasser sur une case par laquelle on est déjà passé durant son tour de jeu. On ne peut pas faire 1, 2 et 3 par exemple, des allers-retours. On ne peut pas non plus passer par une case occupée, quelle que soit la pièce, que ce soit un oiseau, une de ses propres pièces ou une pièce adverse. On ne peut pas sauter donc par une case déjà occupée. Par contre, on peut terminer son déplacement sur une case occupée à condition que celle-ci soit occupée par l'adversaire, et dans ce cas-là, on capture cette pièce. Par exemple, je vais juste faire l'exemple, disons que le joueur blanc était allé ici et que l'oiseau mana se trouve pour une raison qui ne correspond pas à la situation, mais que l'oiseau mana se trouve sur une case triple, ça repasse au joueur noir, celui-ci peut déplacer un pion qui se trouve sur une case triple, il ferait par exemple 1, 2 et 3, et il capture le ronin blanc. Le but du jeu, ce n'est pas de capturer les ronins adverses, même si ça peut aider, c'est de capturer le daimyo adverse. Les petites subtilités sont que si l'oiseau se trouve sur une case qui nous indique une valeur, mais que aucun de nos pions se trouve sur une valeur correspondante, alors on peut déplacer n'importe laquelle de nos pièces, ou même décider de reprendre une pièce qui aurait été capturée auparavant et de la remettre en jeu. Donc ça peut avoir une valeur tactique de surveiller là où on va déplacer, quelle pièce on va déplacer, puisqu'on terminera un déplacement qui va indiquer là où l'oiseau mana va se mettre, et ça jouera sur les déplacements de l'adversaire, sur ses options, et si on ne lui donne pas d'options viables, alors celui-ci peut jouer n'importe laquelle de ses pièces, ou même remettre en jeu l'une de ces pièces capturées auparavant. L'autre petite subtilité, c'est si un joueur se retrouve complètement bloqué, c'est qu'il a bien un pion qui se trouve sur une case indiquée par l'oiseau mana, mais qu'il ne peut pas la jouer puisqu'il est bloqué par d'autres pions, alors le joueur adverse va rejouer immédiatement. En fait, on saute son tour si on est bloqué, et on continue la partie jusqu'à ce que l'un des joueurs parvienne enfin à capturer le daimyo adverse. Voilà pour les règles de mana. Bien, vous savez maintenant comment jouer à mana, on peut passer aux règles d'Okito. Voici Okito qui se compose lui aussi d'un plateau central de 6 par 6 cases sur lequel on vient disposer des jetons blancs sur les 3 premières lignes du joueur qui contrôle les jetons blancs, et des jetons noirs sur les 3 premières lignes du joueur qui contrôle les jetons noirs. Ça, c'est la mise en place standard. Il existe une mise en place expert sur laquelle on peut disposer aléatoirement les jetons blancs et les jetons noirs n'importe où sur le plateau. Les jetons sont marqués par des valeurs de déplacement 1, 2 et 3 qui indiquent de combien on peut déplacer ce jeton, puisqu'à chaque tour de jeu, un joueur va prendre l'un de ses jetons ou une pile de jetons dominée par l'un de ses jetons et le ou la déplacer en fonction de la valeur indiquée sur ce jeton. Les déplacements suivent des contraintes particulières. On doit se déplacer en avant, en arrière, à gauche ou à droite. On peut changer de direction en cours de déplacement, mais on ne peut pas aller en diagonale. L'autre contrainte très importante, c'est que lorsque l'on déplace un jeton unique, on doit arriver
sur un autre jeton unique. Si on déplace une pile de jetons, on doit arriver sur une autre pile de jetons. En dehors de ça, c'est assez simple à comprendre. Donc un joueur, disons que le joueur noir qui commence la partie va prendre ce jeton de valeur de déplacement 3, il peut le déplacer donc de 3, et puisque c'est un jeton unique, il faut qu'il termine son déplacement sur un autre jeton unique, qu'importe sa couleur, donc recouvrir soit un jeton blanc, soit recouvrir un autre jeton noir, disons qu'il va aller recouvrir du blanc, 1, 2 et 3, hop, c'est la fin de son tour, ça passe au joueur blanc qui lui va faire de même en prenant par exemple ce jeton de valeur 1 et le déplacer de 1 simplement, comme ceci, puis ça repasse au joueur noir qui peut donc prendre n'importe lequel de ces jetons ici ou prendre par exemple la pile de jetons puisqu'il la contrôle, son jeton noir est au-dessus de la pile, il contrôle cette pile, il peut déplacer cette pile mais il faut qu'il termine son déplacement sur une autre pile de jetons. Est-ce que c'est possible ? Pas vraiment, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que les déplacements sautent les cases vides. Donc ici, le déplacement ferait 1, 2 et 3. Il n'y a aucune option pour terminer le déplacement avec cette pile sur une autre pile, donc il ne peut pas utiliser cette pile de jetons. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est par exemple faire comme ceci, c'est autorisé, et ça repasse à blanc qui, lui, a cette pile de jetons qu'il contrôle. Il peut faire 1 directement et venir ici. On va jouer ainsi jusqu'à ce que l'un des joueurs ne puisse plus jouer, jusqu'à ce qu'il soit bloqué et qu'il n'y ait aucun mouvement à sa disposition. Alors la partie prend fin et on compte les points. Le calcul des points est très simple, on va simplement regarder chaque jeton ou pile de jetons, regarder la valeur de ce jeton ou pile de jetons, en tout cas le jeton qui se trouve au-dessus de la pile de jetons, disons que tout ça, ce sont des piles de jetons, soit des piles de 1, soit des piles un peu plus élevées, et on va multiplier la valeur du jeton par le nombre de jetons qui constituent cette pile. Par exemple, ce jeton unique de valeur 3, c'est une pile de 1 jeton, c'est 3 fois 1, ça vaut 3 points, tandis que ici, c'est 1, la valeur, donc 1 multiplié par 4, ça vaut 4 points, tandis que là, c'est 3 multiplié par 2, ça vaut 6 points. On ajoute les points de chaque joueur. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et pour terminer cette sélection de 4 jeux abstraits, on va se pencher sur Camon. Voici Camon avec son plateau central modulable puisque tous les jetons de couleur que vous voyez ici ont été insérés aléatoirement dans le plateau pour que chaque partie soit différente. Il y a des jetons de 6 couleurs différentes apportant 6 symboles différents. Chaque jeton est donc absolument unique. Le joueur noir, c'est celui qui débute la partie, va prendre l'un de ces hexagones et le placer sur le plateau, mais pas n'importe où puisque le premier coup doit obligatoirement être placé sur l'un des bords du plateau, donc sur l'une de ces deux cases, ici, l'une des deux, l'une des deux, l'une des deux, l'une des deux, ou l'une de ces deux cases. Disons que le joueur noir décide de débuter la partie ici, après avoir posé son hexagone, un joueur pose aussi l'hexagone doré au-dessus, et c'est une sorte d'aide-mémoire ou de rappel des conditions ou des contraintes plutôt imposées à l'adversaire. Ici, blanc devra maintenant poser un hexagone soit sur un jeton jaune, soit sur un jeton papillon. Disons que blanc décide d'aller ici, il pose son jeton ou son hexagone sur un jeton vert papillon, l'hexagone doré est transféré ici. Maintenant, noir a la contrainte de poser son propre hexagone noir soit sur du vert, soit sur du papillon. Disons que noir décide d'aller ici et on continue la partie ainsi de suite en donnant des contraintes à son adversaire, ce qu'il faut donc calculer quelles sont les contraintes que l'on donne à son adversaire. Les conditions de victoire, il y en a 3 et la partie s'arrête lorsque l'une de ces 3 conditions est atteinte. La première condition de victoire, c'est de réaliser un chemin continue d'un bord du plateau jusqu'à un bord opposé, jusqu'au bord opposé même. Par exemple, ici, noir remporte immédiatement la partie puisqu'il a réalisé un chemin continu du bord bleu jusqu'au bord opposé bleu. Donc c'est une victoire instantanée. L'autre condition de victoire est de réaliser une boucle, c'est-à-dire de poser ces hexagones pour enfermer soit une case vide, soit une case contrôlée par l'adversaire, peu importe. Ici, c'est une boucle qui contrôle même les deux, une case vide et une case contrôlée par l'adversaire. C'est une victoire instantanée de noir. Enfin, la dernière condition de victoire est plutôt une condition de défaite. Si l'adversaire ne peut pas placer d'hexagone, c'est-à-dire qu'il ne reste plus de jetons disponibles de la couleur indiquée par l'hexagone doré
ou qu'il n'y a plus de jetons avec le symbole indiqué par ce même hexagone doré, alors blanc ne peut pas poser d'hexagone et il perd immédiatement la partie, ce qui fait que noir remporte tout de suite la partie, et là vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour jouer à Camon. Parfait, vous connaissez maintenant les règles de ces 4 jeux abstraits pour 2 joueurs, ces 4 jeux de la gamme Cosmo Ludo. Merci beaucoup de votre fidélité, merci pour les pouces vers le haut que vous pourrez mettre à cette vidéo, ça nous fera le plus grand bien. Merci aussi de vous abonner à la chaîne, on se retrouve donc dans une autre vidéo tout bientôt avec d'autres jeux à expliquer. À bientôt, ciao!